Et salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Freelance Stories. Et aujourd'hui, on est avec Guillaume. Comment tu vas, Guillaume? Salut Alexis, bah ça va super. Merci de l'invitation. Ah bah écoute, avec grand plaisir pour expliquer un petit peu. Donc avec Guillaume, on se connaît depuis 5, 6 ans maintenant. On a tout simplement démarré notre carrière de freelance plus ou moins en même temps, à quelques semaines de différence, au sein de la même mission. Donc justement, c'est pendant la mission Crédit Mutuel CIC où on a appris à se connaître et du coup maintenant on s'entend quand même très bien. Donc on échange pas mal sur la freelance et tout. Et donc je m'étais dit que c'était tout simplement une très bonne idée de t'inviter ici pour que tu échanges justement, tu me partages un peu tous tes conseils là-dessus. Tu as un parcours un peu différent en plus du mien, donc ça peut être vraiment intéressant, je pense. Est-ce que tu veux commencer par justement nous raconter un peu ce parcours-là? Qu'est-ce qui t'a amené alors, jusqu'à cette première mission où on s'est rencontrés et comment ça évolue depuis? Ouais, carrément. Bah tu vois, aujourd'hui je suis digital analyst comme toi, mais effectivement on n'a pas eu le même début. Moi j'ai fait des études plutôt on va dire marketing, donc une école de commerce avec des compétences un peu larges, on va dire autour de l'entrepreneuriat, donc la compta, la RH, marketing, enfin un peu de tout. Et puis effectivement, le hasard a fait que on s'est rencontrés il y a 5 6 ans durant Ah, notre première mission au Crédit Mutuel. Donc tu vois, deux parcours différents et finalement une première expérience en commun. Donc ouais, c'est grave intéressant de voir finalement la complexité des profils qu'il peut y avoir aussi derrière un profil de freelance. ouais, carrément. Bah, c'est totalement d'accord. C'est qu'à partir d'une même mission et du même statut, et ben en fait, après, tu as des parcours totalement différents, tu as des options aussi, des alternatives qui sont possibles en fonction des opportunités, etc. Tout peut aller très vite. Toi, du coup, c'était une volonté de devenir freelance à ce moment-là. Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé justement à essayer de devenir freelance à ce moment-là? Eh bien non, pas du tout. Moi je suis tombé dedans un peu par hasard. Donc pour expliquer, moi j'ai fait 2 années d'alternance durant mon master. Après mon master, on m'a proposé une opportunité à Toulouse en CDI que j'ai accepté. Au bout de 9 mois, 1 an, du coup j'ai démissionné pour des raisons plus de vision, etc. Et quand je suis revenu à Paris, du coup, j'avais pas de réseau, je savais pas trop quoi faire. Je me disais, mais finalement, est-ce que je me lance à la limite, je remettais en question finalement un peu ma carrière. Est-ce que je me lance plutôt dans la tech, plutôt être développeur, etc. Parce que c'est des choses que j'aime bien. Ou est-ce que je reste dans l'aspect marketing, mais finalement, quel job me conviendrait, etc. Et voilà, j'ai entendu parler de quelqu'un qui s'était inscrit sur Malte qui travaillait pour 400 euros par jour. Et du coup, j'ai trouvé ça assez fun. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas me lancer. Moi, j'avais déjà, en fait, le statut d'auto-entrepreneur. Et donc, finalement, j'avais juste à m'inscrire sur Malte. J'ai fait mon profil. J'ai fait plus ou moins la copie de mon profil LinkedIn que j'ai mis sur Malte. Et le hasard a fait que j'étais contacté 2 semaines plus tard par un account manager de chez Malte qui m'a placé au sein du Crédit Mutuel CIC. Donc c'est le hasard, un peu de chance on va dire aussi, mais du coup il en faut hein, Ah bah pour carrément. commencer dans ce métier. Ouais. Ouais, carrément. Bah, le bon timing, on peut le dire. Bah, c'est vrai que pour le coup, je me reconnais un peu là-dedans. Alors, moi, c'était une volonté d'être freelance dès la sortie d'études, hein. Effectivement, ouais, j'ai fait ingé, t'as fait marketing, mais je crois qu'il y a beaucoup d'écoles de commerce au final qui débouchent vers la data de plus en plus. Donc maintenant, ouais, quand je parle de data, effectivement, je suis un des seuls ingé et il y a beaucoup plus de commerce à côté de moi. Mais ouais, comme tu dis, c'est tellement une histoire de timing, d'opportunité, que au final, bah, même en s'inscrivant sur Malte, plus ou moins à la même période, du coup, tous les deux, c'est effectivement un account manager qui nous a contacté. Donc, c'est pas le client final, mais c'est quelqu'un qui s'occupe de lui trouver des profils à sa place, hein, pour pas gagner du temps, forcément. Et ouais, ça, pour le coup, ça a été bah, un gros déclic, hein, dans nos carrières respectives, je pense. Donc, ça, Ouais. on peut évidemment les remercier, je pense, là-dessus. Et du coup, ouais, ça a pas mal lancé notre carrière. Qu'est-ce que tu... Alors, pour le coup, Malte, je pense que c'est évidemment, à l'époque, en tout cas, ça a été vraiment ultra utile. Clairement, on était au démarrage, etc. Donc, je pense qu'on a vraiment bénéficié de ça. Est-ce que tu penses que Malte a bien évolué? Enfin, comment tu vois un peu la plateforme maintenant? Est-ce que tu as toujours des missions par ce biais-là ou comment ça se passe? Bah alors c'est vrai que nous à l'époque quand on s'est inscrit Malte ça venait
presque limite de démarrer, hein. Ça devait exister depuis 3 ans, en tout cas, aux yeux du grand public. Donc, c'est vrai que il y avait beaucoup moins d'offres de freelancing qu'aujourd'hui. Et donc, peut-être un peu plus facile derrière, entre guillemets, de trouver ou peut-être de démarrer en tant que freelance sans avoir nécessairement d'expérience auparavant. En tout cas, c'est mon point de vue. Je vais pas forcément vérifier dans les faits, mais c'est ce que j'imagine. Euh, donc voilà. Et j'ai oublié, pardon, ton autre question. Ah non, c'est comment ça? Enfin, est-ce que tu as toujours des missions via Malte? Ouais. Alors pour le coup, je complète ce que tu disais, mais effectivement, je pense que niveau concurrence, ça va rien avoir, hein. Enfin, je sais pas si tu es d'accord, mais mon profil, au moment où ils m'ont sélectionné pour cette première mission-là, il avait aucune gueule, franchement. Là maintenant, il y a plus de concurrence, donc tout le monde optimise ses profils au fur et à mesure, etc. Le but c'est d'avoir un truc visuel, optimisé SEO et tout. Mais ouais, c'est sûr qu'à l'époque, il y avait quand même moins de concurrence. Donc la question, c'est est-ce que tu arrives toujours à avoir des missions par ce biais-là, ou est-ce que tu as réussi à te mettre en place d'autres méthodes de prospection ou pour attirer des clients à toi? Alors, est-ce que je réussis à avoir d'autres missions sur Malte? Finalement, aujourd'hui, je passe plus tant que ça sur Malte depuis ma mission au Crédit Mutuel CIC. Euh, Finalement, le bouche à oreille, c'est ce qui fait que je trouve le plus de missions à date. Et aussi, moi, je reste assez longtemps chez mes clients. Bah, je dirais une moyenne de 3 ans, donc Ouais. c'est plutôt pas mal pour, bah, pour perdurer en tout cas dans cette dans ce métier de freelance. Donc finalement Malte pour moi c'est pas un pilier principal sur lequel je m'appuie, même si aujourd'hui je continue de recevoir des demandes sur Malte et également en dehors, voilà. Et puis c'est vrai que pour rebondir par rapport à ce que tu disais, en fait finalement c'est un milieu qui s'est professionnalisé. Même les freelances, en fait, de manière générale, quand on a commencé, il y en avait beaucoup moins qu'avant. Il y en avait peut-être dans les domaines plutôt artisanal, etc., mais dans le domaine du consulting, beaucoup moins. Et même il y a 5 6 ans, j'allais dire, même tout ce qui est LinkedIn, réseautage, carrière pro, etc., c'était beaucoup moins présent. Ça s'est beaucoup plus professionnalisé aujourd'hui, ce qui fait que on peut plus aujourd'hui, enfin, je pense qu'en tout cas, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de créer un profil à l'arrache, d'avoir des missions, ou en tout cas se créer un réseau sans derrière bien penser son storytelling, son personal branding, etc. Ouais, mais carrément, comme tu dis, en fait, le personal branding maintenant, et c'est un mot qui n'existait même pas en fait il y a quelques années, et là ça a vraiment explosé, bah, surtout sur LinkedIn comme tu le dis, YouTube ça aide beaucoup aussi pour que bah, les gens te voient quand même en live, c'est quand même plus parlant et t'es plus proche de la personne, je pense. En tout cas moi c'est pour ça que je me suis lancé sur YouTube, c'est pour donner des conseils vraiment plus personnalisés, on va dire, que LinkedIn où c'est très textuel et forcément tu t'adresses à beaucoup de monde et il y a toujours des petits retours un peu délicats des fois. Mais ouais, t'as raison, c'est le personal branding, ça a tellement évolué. Maintenant, tu peux plus vraiment te lancer à l'arrache et espérer que ça te tombe dessus, hein. Il faut quand même faire des démarches, aller créer du contenu potentiellement, enfin te mettre en avant d'une manière ou d'une autre. Et après, effectivement, une fois que tu as tes premières missions, là, tu as, comme tu disais, tes recommandations. Donc le fait d'avoir un réseau qui bah, te fait ta propre publicité, en fait, hein, c'est ça qui est bien, c'est que si tu es fiable et que tu es efficace dans tes missions, tu auras des gens qui vont te recommander, hop, ça va du coup faire une petite bulle autour de toi, enfin une sorte d'écosystème qui va t'attirer des missions. Et ça, c'est quand même un sacré luxe. Pour le coup, je pense que, enfin, c'est le rêve de tout freelance pour le coup. Ouais, c'est ça, parce que quand tu débutes, effectivement, t'as moins l'aspect commercial est moins présent. Euh, c'est plus, en fait, l'idée, c'est plus d'attirer les gens à te contacter pour démarrer une mission. Donc, effectivement, il va falloir blinder ton profil, montrer que tu es expert dans ton sujet, euh, démontrer peut-être quelques cas que tu as pu mettre en place chez des clients auparavant ou dans un ancien job, pour que derrière, bah, ceux qui te contactent, ben déjà que tu puisses être bien référencé à la fois sur LinkedIn, à la fois sur Malte, et que la personne qui te contacte soit convaincue que tu sois la bonne personne pour cette mission. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Et donc, pour le coup, à t'évoquer le fait que tu es plutôt des missions longues. Alors, ça, évidemment, ça rejoint également mon cas. Enfin, moi, je suis souvent avec un client pendant une longue période où, en général, ça part sur 3 mois renouvelables
qui fait un peu office de période d'essai, hein, justement pour voir un peu le feeling, voir comment l'accompagnement se passe, le consulting au global. Et ensuite, ça s'étend un peu parce que tant que les gens ont besoin de toi, évidemment, ça vaut le coup de rester. Et toi, du coup, tu es sur des missions longues. Bon, moi, je le sais, hein, forcément, on se connaît bien. Mais du coup, plutôt splitté à temps partiel. Donc, tu cumules plusieurs missions plutôt que d'être chez un seul client, c'est ça? C'est ça. Bon, on va dire c'est modulable. Nous, quand on a commencé au Creative Club, ici, on était, on va dire, à temps plein pour pallier entre guillemets l'absence d'un salarié ou en tout cas faire le job d'un salarié classique. Donc, c'est-à-dire que ce qui nous différenciait d'une personne en CDI, c'était quasiment presque que le statut hein, Oui, de freelance. Mais sinon, on était aussi bien intégré que quelqu'un qui était en CDI. On allait au séminaire, etc., en déplacement. Enfin, on était vraiment l'équivalent d'un salarié. Et puis, effectivement, après cette grande mission, j'ai trouvé une opportunité à mi-temps ou quasiment dans un groupe, voilà, dans notre groupe pour bah voilà les aider sur à peu près la même partie que Crédit Mutuel CIC. Et du coup, je me suis effectivement posé la question, est-ce que j'accepte du coup une mission à mi-temps? Parce que derrière, finalement, si je veux remplir mon agenda, il me faudrait une autre mission à mi-temps. bien sûr. Donc, potentiellement, ça réduit un peu les possibilités de booker mon agenda à 100%. Et heureusement, en parallèle, moi, j'avais des discussions avec une autre boîte, et ce qui fait que depuis 2-3 ans, voilà, j'ai quasiment demi-temps que j'arrive à gérer en parallèle, plus une troisième mission que j'ai pu rajouter depuis l'arrivée du coup d'un alternant en début d'année dans ma boîte. Donc, euh, donc voilà, ça se passe plutôt bien. Le fait d'avoir deux missions en parallèle, moi je trouve que ça a pas mal d'avantages, parfois aussi des inconvénients. Donc un avantage, je dirais que pour les clients, enfin, c'est un gros avantage parce que tu peux prendre ce qui marche bien chez un client et le mettre en place chez l'autre client. Inversement, voilà. Tu peux également tester chez un client qui est plutôt un peu plus mature sur un sujet et du coup le répliquer par la suite voilà chez l'autre. Donc ça c'est le principal avantage. Et les inconvénients, bah c'est derrière ça va être un peu plus de charge mentale puisque tu as le double de facturation. Tu as aussi parfois bah, dans une activité de freelance, tu as des pics, tu as des on va dire des périodes de Ouais. haut en activité, des périodes de bas. Donc si les deux périodes d'activité haute arrivent en même temps, c'est un peu compliqué à gérer, mais avec l'expérience ça se fait. Mais voilà, moi aujourd'hui j'aime bien traiter plusieurs clients en même temps puisque ça permet aussi de d'avoir différents points de vue et puis de côtoyer beaucoup de personnes puisque bah moi je me range très régulièrement chez le client et du coup voilà on voit différents points de vue et on gagne aussi en expérience par rapport à ça parce qu'il y a différents outils aussi qu'on utilise. Enfin, Ouais. aujourd'hui moi je connais quasiment tous les outils du scope marketing digital parce que voilà après avoir accompagné 4-5 clients j'ai un peu pu tout voir donc c'est vrai que c'est cool sur cette partie-là. Ouais, t'as raison. En plus, ça apporte le côté variété, à la fois pour toi, pour un peu varier les projets, etc. Je pense que c'est sympa. Et comme tu dis, en termes de compétences, d'outils et tout, c'est bien d'oser se lancer sur des choses que tu maîtrises pas à 100%. Typiquement, enfin, j'imagine que dans le brief de mission initiale, on te donne, je sais pas, 10 points, disons. Et quand tu en maîtrises 8 ou 9 parfaitement et qu'il y en a un ou deux potentiellement qui sont un peu plus flous, ça au moins ça te fait un axe de progression par la suite et je pense que justement dupliquer plusieurs missions comme ça c'est là où tu progresses le plus rapidement. Mais non, c'est intéressant effectivement. J'avoue que moi je suis plutôt parti sur la stabilité avec une mission longue à temps plein parce que voilà, tu l'as dit évidemment quand tu rentres dans cette sphère du temps partiel, c'est toujours dur de compléter parce que les entreprises n'ont pas forcément les mêmes besoins sur les mêmes jours, etc. Mais voilà, si tu penses qu'ils veulent tout ce que tu travailles le lundi, bah forcément ça complexifie un peu. Donc évidemment, voilà, des avantages et inconvénients pour les deux, mais en tout cas, les deux sont possibles. Ça, c'est déjà un bon exemple des deux parcours potentiels. Donc ouais, moi, effectivement, plutôt team temps plein, mais je comprends très bien la volonté de varier un peu. Et t'évoquais justement, enfin,
as pris un alternant, donc ça c'est déjà un très bon truc, c'est que du coup tu as des objectifs un peu plus long terme sur le fait de développer, de monter une sorte d'agence ou quelque chose comme ça. Eh bien, moi, je suis passé du statut tout d'abord d'auto-entrepreneur au statut EI, régime réel, puisque voilà, Ouais. j'avais dépassé les plafonds plusieurs fois. Et ensuite, je suis passé à une société, donc une SARL, pour plusieurs raisons. Bah, la principale, c'est l'optimisation fiscale, tout simplement, puisque c'est un peu plus avantageux, on va pas se cacher d'être sous ce statut-là plutôt qu'être en statut de I. Et ensuite, moi, je me suis dit qu'en montant une société, ça permettait de créer quelque chose de plus pérenne et d'un peu plus professionnel pour accueillir quelqu'un, puisque moi, j'avais aussi cette volonté de transmettre un peu mon savoir que j'ai pu acquérir pendant ces 5-6 années d'expérience à quelqu'un qui voulait se lancer aussi dans ce domaine qui est encore assez peu connu. Voilà, la data, ça reste je pense que ça reste un des secteurs qui forme le moins par rapport à la demande qu'il y a dans les entreprises. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, ce domaine, c'est aussi, on va dire, facile, entre guillemets, de trouver des missions là-dedans. Euh, et donc, effectivement, depuis le début d'année, il y a Omar qui m'a rejoint dans la société Kimetrix, qui vient d'une école data, donc l'éthique. Et donc, voilà, ça se passe super bien. Et forcément, c'est entre guillemets un nouveau métier que j'ai dû apprendre puisque tu passes du métier de digital analyst à un métier de manager, de RH aussi. Donc Ouais. voilà, c'est un peu plus global, mais moi aussi j'ai la volonté d'un peu plus me développer sans faire une agence de 100 personnes, mais un peu plus voilà, de me développer un peu plus pour créer voilà une agence à taille humaine de 4-5 personnes à terme. Donc voilà, ça commence par ce genre de petites actions. Ok, ouais, trop bien. Bah, ouais. Évidemment, il faut y aller étape par étape. T'as raison, évidemment, la première étape, c'était de passer en société, parce que sinon, ça a aucun intérêt, hein. Quand t'es auto-entrepreneur, si t'engages quelqu'un, bah, c'est des pertes nettes, enfin, c'est pas du tout déductible des impôts, des charges, etc. Donc, évidemment que voilà, c'est fait pour être individuel, donc il faut pas travailler en commun avec d'autres gens, sinon t'es pas super gagnant dans l'histoire. Donc, effectivement, ouais, t'es passé en société, ça, c'est le bon move. Et après, j'avoue quoi, recruter un alter... Hop là, la caméra qui part en même temps. Recruter un alternant est bonne tactique aussi pour faire, on va dire, un premier pas dans le côté, bah, comme tu dis, managérial, pouvoir prendre des missions en plus que tu n'aurais pas forcément pu gérer sinon. Donc, mais c'est une belle démarche. J'avoue que je sais pas si j'aurais justement la foi d'aller gérer, on va dire, un alternant, etc. Parce que c'est quand même voilà des tâches au quotidien hein, quand même, je pense, à la fois. Donc, il faut quand même le former, le manager entre guillemets sur les priorités, ce genre de choses, j'imagine. Donc non, c'est sûr que c'est une belle démarche et c'est bien d'avoir tenté le coup. Ouais. Ouais, c'est ça. Et puis, ce qui est d'autant plus dur, c'est que, bah, effectivement, t'as à la fois un nouveau métier à apprendre, à la fois une personne à gérer, tout en continuant de faire tes missions à côté. Donc ça, c'est très compliqué. Et puis, quand t'es une petite boîte aussi, t'as pas forcément de marque employeur. Les gens te connaissent pas. Moi, je suis assez peu présent sur LinkedIn actuellement, mais ça, c'est un projet. Donc, en fait, c'est moi qui ai démarché, qui ai chassé, en gros, des alternants pour les attirer vers ma société, puisque, bah, de manière générale, les, les personnes qui recherchent une alternance vont plus se tourner vers des grosses boîtes ou des boîtes qui sont connues ou qui sont, on va dire, sexy en termes de marque employeur. Donc, on va dire que c'est à double peine quand t'es petit, mais euh, mais voilà, ça se fait bien. Moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai listé un nombre d'écoles qui formaient des alternants dans la data. Et ensuite, j'ai été chercher sur LinkedIn des personnes qui étaient encore en recherche d'alternance, parce que je me suis pris un peu tard aussi par rapport au délai. Et c'est comme ça que j'ai trouvé. Et puis également, je me suis fait accompagner par un ami qui est également lui consultant en recrutement.
dans un métier qui est totalement différent. Parce il recrute des experts comptables, donc rien à voir. Mais il a cette expertise dans savoir faire passer des entretiens. Et donc lui, il m'a aidé, si tu veux, un peu shortlister Ouais. et à voir des choses que moi j'aurais pas forcément vu parce que j'ai pas l'expérience suffisante dans les entretiens de candidature, pardon. Ouais, carrément. Ah, j'avoue que la partie recrutement, déjà qu'en tant que candidat, c'est toujours un peu stressant, etc. Mais je pense qu'en tant que recruteur, c'est un autre exercice, c'est clair, pour arriver à voilà, décréter que oui ou non c'est la bonne personne pour ta mission. C'est vrai que ça va être quand même assez délicat, et que ce soit pour ta société ou même pour tout ce qui est apport d'affaires, etc. J'ai pas encore eu l'occasion d'en faire, mais c'est vrai qu'on m'a souvent recommandé de le faire, de tu sais, tout simplement rediriger une mission qu'on te propose à quelqu'un que tu connais de ton réseau et tout. Bah forcément, ce quelqu'un, soit tu le connais vraiment très bien et tu as travaillé avec lui ou autre, soit bah, il faut quand même lui faire passer un petit entretien, enfin savoir quelles sont ses motivations, quelles sont ses compétences, etc. Mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais c'est vrai que c'est le petit point qui est un peu, voilà, la petite friction, on va dire, qui fait un petit peu peur avant de se lancer. Mais pour le coup, ouais, non, je pense que c'est évidemment une bonne expérience hein, dans tous les cas. Il faut le faire pour s'habituer et effectivement le faire de mieux en mieux au fur et à mesure. Mais comme tu l'as dit, bah, encore une fois, l'importance du réseau, si tu avais un collègue qui savait, on va dire, t'orienter un peu là-dessus, c'est trop bien d'avoir des contacts pour gagner du temps. Mais crois pas que je t'ai oublié sur la petite phrase sur la création de contenu, etc. C'est vrai que là, bah, moi j'attends, hein, je sais que ça fait quelques mois que tu en parles. Qu'est-ce que tu as comme objectif justement sur la création de contenu, sur ce genre de choses pour essayer de te mettre plus en avant et développer ton activité? Bah alors déjà, c'est une idée qui m'a été, qui m'a, entre guillemets, été repoussée par un ami, pareil, qui lui est vachement friand de personal branding, etc. Donc, qui m'a poussé dans un premier temps la masterclass de Lemlist que j'ai regardée, qui est super intéressante sur le personal branding. Donc, tout simplement, ma première action, c'était de regarder cette masterclass et ensuite mettre en place les actions pour bah, créer un profil qui attire, choisir des thématiques sur lesquelles je souhaite parler. Et puis moi, je suis pas très fort en termes de régularité sur les réseaux sociaux et je sais que c'est le critère le plus important. Donc en fait, finalement, je vais pas trop me mettre la pression dans un premier temps. Je vais plus essayer de rendre ça un peu fun pour moi. Ça, c'est l'objectif principal. Et si j'arrive du coup à trouver du fun là-dedans, essayer d'être un peu plus régulier, essayer de me faire aussi accompagner par des professionnels qui puissent de temps en temps analyser en fait les posts, me conseiller sur l'amélioration que je peux donner à ce profil, à mes posts, etc. Ouais, Donc ça carrément. c'est un peu l'objectif à long terme, mais j'ai pas de deadline particulière. Ah, c'est bien ça le problème, je pense. Ouais, il faut justement, ce qui est difficile, c'est de rentrer dedans. Après, tu parlais de ouais, niveau régularité, etc. Évidemment que si tu fais deux postes et que tu arrêtes pendant 2 mois derrière, ça va pas être ultra utile. Mais effectivement, il faut réussir à se cadrer un peu. Régularité, c'est, je pense, le plus important. Et surtout, en fait, bah, il faut oser les premières fois, se dire, OK, mon poste, il est évidemment pas parfait. Il pourrait toujours être mieux, etc. Si je change ce mot, ce truc. Cette vidéo-là, bah, j'aurais pu faire un meilleur montage, évidemment. Enfin, moi, je suis voilà, le spécialiste pour toujours me dire, j'aurais pu faire mieux. Mais au final, bah, si tu te dis toujours ça, tu ne fais rien, tout simplement. Tu ne postes Ouais. rien. Donc, ouais, il faut vraiment se satisfaire de ce qu'on a au début. Et de toute façon, la progression est tellement rapide que, au fur et à mesure, bah, tu verras que, évidemment, ce que tu as fait au démarrage, c'était pas fou. Mais tant que tu sais faire mieux au fur et à mesure, c'est très bien. Mais non, ouais, clairement, il y a de quoi faire. Mais surtout, LinkedIn, ça a tellement évolué aussi en quelques années que maintenant, bah, même en tant que viewer, j'allais dire, enfin, juste en consultant du coup ton fil d'actualité, quand tu t'y intéresses un peu, enfin, moi, il y a quelques années, je n'allais jamais sur LinkedIn, hein, c'était vraiment le réseau que je ne voulais pas voir par excellence. Et là, en fait, en likant deux, trois posts, en commentant certains trucs, etc., enfin, c'est comme TikTok, hein, bien sûr, l'algo va te proposer des choses qui sont en lien avec ce que tu aimes. Et du coup, là, ça devient beaucoup plus intéressant. Tu as également bah, forcément des gens qui font soit la même chose que toi, soit qui t'apprennent à faire du contenu, à démarcher pour des nouveaux business, etc. Donc franchement, ouais, c'est ultra intéressant LinkedIn en ce moment, je trouve, évidemment. Et de là à passer à l'action avec la création de contenu, je pense que c'est vraiment le jackpot. Enfin, il faut le faire pour la suite, c'est trop important. Ouais, c'est ça. C'est un peu le canal de communication
finalement Des pros, qui a hein. déjà commencé depuis un moment, mais qui est aussi un canal de communication d'avenir, c'est que finalement pour nous, pour montrer notre expertise, c'est un peu le seul moyen d'y arriver. C'est de montrer voilà qu'on sait bien faire les choses, qu'on a déjà travaillé sur des cas auparavant similaires à ceux des clients. Donc ouais, c'est top. Donc moi, si je me lance, je parlerai de trois thématiques. La data, qui est forcément le cœur principal de mon métier, et ce pourquoi aussi je me suis lancé en freelance. Je parlerai aussi d'entrepreneuriat, mais moins, on va dire, euh, plus pour des personnes qui sont déjà, on va dire, lancées pour essayer de développer leur business. Et également de finance ou d'investissement pour les pros. Ouais. Pas de Bitcoin, plus des choses pour les professionnels. Ok, Ouais. bah, pour le coup, tu peux acheter des bitcoins en société, hein, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Effectivement, pas sûr que ce soit recommandé d'avoir trop de volatilité sur ce genre de choses. Mais ouais, justement, tu parlais de finance, d'investissement. Est-ce que toi, t'en fais déjà à titre perso ou, enfin, ou pro, du coup, hein, via ta société? Comment tu vois les choses? Bah, moi, comme je disais au début, tu vois, j'ai une formation assez généraliste et j'ai fait pas mal de fiscal, de compta, etc. Donc j'ai des bases assez solides là-dedans. Et également, quand je suis passé de EI, auto-entrepreneur, à société, il y a énormément de questions que j'étais regardé, etc. Ce qui m'a donné finalement pas mal d'expérience et de compétences dans ce domaine. Et l'idée aujourd'hui, c'est de permettre à des entrepreneurs, tu vois, d'optimiser, en tout cas de leur donner des petits conseils pour optimiser leur fiscal, et aussi de voir un peu plus loin, parce que finalement, bah, en entreprise, parfois, tu te verses pas tout l'argent que tu gagnes en salaire, tu en mets de côté. Bien Et sûr. l'idée, ça va être d'optimiser cet argent que tu mets de côté pour ne pas le laisser dormir et potentiellement créer une autre activité à côté, générer des revenus passifs, ou aussi essayer de construire ton avenir perso avec cet argent. Ouais. Donc l'idée, c'est dans cette optique-là d'aider les personnes à optimiser tout ceci. Ouais, carrément. Bon, je pense que pour le coup, tu trouveras preneur, hein, c'est forcément des sujets qui intéressent à la fois la data parce que c'est hype, entrepreneuriat parce que forcément de moins en moins de gens ont envie de rester salariés, etc. Et l'argent, bah forcément, tout le monde parle d'argent, etc. Même si c'est toujours un peu tabou en France, ça me fait toujours marrer. Mais voilà, évidemment que les gens veulent gagner plus, ça, y a pas trop de débat. Mais non, ouais, je pense que ça, c'est une bonne démarche, évidemment. Et vu, pardon, tu parlais de acheter potentiellement, j'imagine, en bourse, etc., pour ta société. C'est vrai que moi, avant, j'achetais, donc, enfin, j'investissais sur des trackers en perso. Donc, je me retirais tout l'argent d'auto-entrepreneur à mon compte personnel, évidemment. Et du coup, j'achetais, mais forcément en ayant payé des impôts. Et maintenant, c'est vrai que le passage en société, il permet du coup d'acheter directement avec l'argent que tu ne t'es pas sorti en salaire. Donc forcément, ça te fait un peu un effet de levier et ça te permet tout simplement d'avoir ouais, enfin, les mêmes trackers, enfin les mêmes indices boursiers que j'achetais avant en perso, je les achète maintenant en société. Et comme tu dis, bah, c'est un peu de l'optimisation fiscale pour tout simplement accroître ta trésorerie au fur et à mesure sans avoir à le sortir. Et du coup, au moins, cet argent-là est facilement sortable si j'ai besoin de faire un projet avec ma société, d'investir ou quoi que ce soit dans des bureaux ou autre. Ce qui a d'ailleurs été un moment la question peut-être d'acheter des bureaux pour la société. Mais voilà, c'est des choses qui sont possibles. Et effectivement, il y a clairement de quoi faire là-dessus, je pense. Mais non, ouais, très bonne démarche. Écoute, merci et puis j'espère aider le plus de personnes possible, même si, voilà, encore une fois, je pense qu'en termes d'audience, des personnes qui ont déjà lancé leur boîte, peut-être 4-5 ans d'existence. Donc, du coup, ça va être une audience un peu plus avancée dans le stade de l'entrepreneuriat. Mais aussi, c'est peut-être aussi des questions qu'on peut se poser également dès le début, en tout cas qu'on peut envisager dès le début, parce que en, en entrepreneuriat, de manière générale, c'est intéressant d'avoir une longueur d'avance sur la situation hein, d'aujourd'hui pour anticiper, j'ai envie de dire dans la finance en général, pour parce que voilà, c'est des choses qui s'anticipent dès le début
pour aligner voilà, le plus possible les objectifs financiers avec notre capacité. Ouais, carrément. Bah, de toute façon, oui, l'argent, ça peut être une motivation, évidemment, de se lancer, même si c'est rarement la bonne quand elle est toute seule. Vaut mieux pas, voilà, tout miser sur je vais gagner plus d'argent via cette méthode. Faut quand même qu'il y ait d'autres intérêts, etc. à côté, c'est quand même plus, voilà, plus conseillé pour réussir. Mais oui, forcément que plus tu t'y prends à l'avance et que tu as un objectif, on va dire, chiffré, mieux c'est, ouais, clairement, pour la suite. Toi, justement, est-ce que tu as des objectifs plus ou moins, enfin, peu importe dans quel domaine, hein, que ce soit le pro, le contenu, etc. Est-ce que tu t'es donné des objectifs un peu chiffrés ou qu'est-ce que tu espères avoir dans, je sais pas, 2, 5 ans est-ce que tu as une idée de tout ça? Bah écoute, moi sur le plan perso, ouais, j'ai déjà on va dire un objectif en tête à 3 4 ans, voilà, qui est de bah, du coup d'acheter ma maison avec ma compagne. Trop bien. Donc forcément le perso c'est très relié au pro, donc voilà, faut anticiper certaines choses. Après sur le plan professionnel, on va dire je suis un peu, je suis le moins, je suis pas un bon exemple là-dessus. C'est-à-dire que là, pour le moment, en tout cas, je suis plus dans un mood où je, bah, je vois les choses un peu au jour le jour. J'essaye d'anticiper quand même 2 3 mois à l'avance, notamment où, bah, par exemple, là, actuellement, on est au mois d'octobre et les contrats se finissent à la fin d'année. Donc forcément, il faut s'activer sur certains points de la relation client avec mes clients actuels ou aller chercher d'autres clients si jamais j'ai besoin. Voilà, mais sinon, effectivement, c'est un sujet qui est ultra important parce que avoir des objectifs, ça permet de se motiver au jour le jour et de donner du sens à ses actions. Euh, mais aussi, c'est pas forcément facile dans le sens où nous, on est déjà occupé à 5 jours par semaine à travailler pour nos clients. Et du coup, faut se décharger un petit peu pour faire ce travail à côté, plus faire du LinkedIn, plus faire du RH, de l'administratif, de la compta, etc. Donc, ouais, c'est un métier, souvent entrepreneur, c'est un métier passion. Euh, et pour l'instant, voilà, j'essaye de me dégager aussi le plus de temps personnel pour faire ce que j'aime à côté. Ah bah ça, Ah, c'est sûrement le meilleur objectif. C'est en vrai, c'est d'avoir du temps libre et tout. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas mieux, clairement. Tu me diras, moi, c'est à peu près la même chose, hein. C'est de pouvoir me dégager au fur et à mesure de la mission, enfin, de mon freelance, en prenant parler, justement, où je suis non-stop en mission, 5 jours sur 5, etc. Pouvoir me décrocher un peu de ça progressivement avec bah, soit des side business, d'accompagnement, etc., des freelances, soit tout simplement en réduisant un peu mon temps de travail pour avoir plus de temps au fur et à mesure. Mais pour le coup, enfin, j'ai noté un truc super important dans ce que tu as dit, c'est le côté au jour le jour sur tes missions. Alors, justement, il faut préparer l'avenir sur le fait d'être sûr d'avoir une mission, de ne pas être laissé sans rien. Mais c'est vrai que même moi, c'est en faisant ma vidéo précédente sur le fait que j'ai atteint 500 000 euros en 5 ans en freelance. Et en fait, c'est marrant, c'est que je me suis rendu compte de ça il y a un mois. Donc là, j'ai tourné la vidéo que il y a quelques jours, mais c'était vraiment il y a un mois que je m'en suis rendu compte. Et en fait, j'avais pas du tout tilté que au fur et à mesure des années, des mois et des missions, bah, en fait, tu arrives à des sommes qui paraissent énormes. Enfin, littéralement, on aurait dit ça il y a 5 6 ans, comme quoi j'allais faire ce genre de chiffres. J'y croyais moyen. Mais en fait, bah, c'est au jour le jour que ça se passe. Tu as l'impression que tout se passe bien, évidemment. Tu vois, il n'y a pas de contre-indication ou quoi que ce soit. Mais tu as l'impression que c'est devenu normal. Tu factures tous les mois, etc. Ça devient un peu classique. Et en fait, bah, tu te retrouves avec des très belles sommes. Et donc, en soi, bah, au jour le jour, c'est pas si mal, hein, tant que tu continues effectivement à profiter, à prendre des vacances, etc. Euh, honnêtement, c'était pour le coup une belle surprise. J'étais moi-même choqué de ce chiffre-là. Donc, ça vaut le coup, ouais. ouais, non, c'est cool, ça fait plaisir. Effectivement, c'est un gros avantage du freelancing. Mais après, effectivement, c'est aussi la résultante bah, de compétences, du temps à passer à se former, d'une expertise, etc. Donc, c'est des choses qui se font au fur et à mesure. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, on peut être dans ce mood au jour le jour parce qu'on a 5 ans Ouais. d'expérience derrière, d'expertise. Donc, Ouais. ce qui fait qu'on est un peu plus serein. Et puis aussi, encore une fois, la data, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de demandes. Encore aujourd'hui, enfin, depuis 5 ans, ça a pas vraiment évolué. Il y a toujours autant de demandes dans ce métier, ce qui fait que en plus, c'est un métier qui est en constante évolution.
Donc, Ouais. ce qui fait que tu arrives chez le client pour une mission et 3 ans plus tard, tu es toujours là, mais pour une mission qui est totalement différente. Et ça permet derrière de construire des relations très stables avec les clients. Ouais, carrément, 100% aligné. Comme tu dis, oui, la data, c'est quand même le métier d'avenir, même s'il y a l'IA maintenant qui est devenu le mot à la mode, mais forcément, data, c'est toujours au top. Ouais, Mais c'est pas une raison pour se reposer sur ses lauriers non plus, parce qu'effectivement, comme tu dis, je reviens sur au jour le jour, faut quand même évidemment préciser que c'est au jour le jour, tant que tu mets les bonnes actions en place et que tu fais ce qu'il faut. Parce que comme tu dis, si tu attends juste que ça tombe et qu'une fois que tu es en mission, bah, tu attends juste la fin de ta mission tranquillement pour anticiper la suite, c'est peut-être pas là que ça va mieux fonctionner. Il vaut mieux effectivement, comme tu dis, se former en continu, rester, alors sans prospecter ultra activement, etc., mais rester au courant de ce qui se passe sur le marché, de suivre un peu justement s'il y a des nouveaux outils qui sortent, de nouvelles technologies ou quoi que ce soit. Il faut évidemment rester au courant de tout ça au jour le jour, si on veut le replacer à toute phrase. Mais ouais, non, c'est clair que tu n'as pas besoin d'anticiper des mois ou des années à l'avance, mais il faut faire les bonnes actions dès que tu peux. Ça, c'est clair que si tu restes passif, il y a quand même moins de chances que ça réussisse. Ouais. bien sûr. Ouais, c'est vrai que toujours d'un point de vue extérieur, ou même quand tu regardes les réseaux sociaux, t'entends des influenceurs dire moi je facture 100 000 € par mois, etc. Ça paraît ultra simple. C'est motivant, c'est un peu l'objectif. Ouais. Euh, certes, le statut auto-entrepreneur, c'est très simple à mettre en place. Il y a assez peu de risques, donc moi je vous incite tous à vous lancer, parce qu'il y a vraiment zéro risque à part de perdre une journée Ouais. dans votre agenda et peut-être, je sais pas, 50, 100 euros, voilà, tout à tout casser. Donc je vous incite à, à créer votre statut et vous inscrire sur Malte. Et derrière, bah, mettre en place un peu toutes les actions décrites par Alexis dans ses vidéos. C'est Et vrai. puis rester motivé, rester persévérant aussi, puisque, bah, comme on l'a dit, ça peut arriver d'être contacté sous 2 semaines, comme moi, s'il y a un peu de chance, ou ça peut aussi arriver d'être contacté 3 à 6 mois plus tard. Donc voilà, faut aussi essayer de garder la motivation, la persévérance et de mettre à profit finalement tout le temps que vous avez à disposition pour voilà, pour construire un peu votre réputation euh, et euh, et développer vos compétences en attendant d'avoir une vraie mission. Ouais, carrément. Bah, t'évoquais en plus auto-entrepreneur, c'est vrai que c'est même gratuit hein, pour le coup, donc effectivement, ça prend quelques heures à faire, super simple et tout, et en vrai, bah, t'as aucune perte financière, donc ça vaut le coup de tenter. Je pense que t'as même plus besoin d'avoir un statut pour te lancer sur Malte maintenant. Évidemment, pour facturer, faire un devis, etc., il faut ton statut, mais je crois que pour t'inscrire en parallèle, t'as pas besoin. Donc voilà, honnêtement, voilà. Tu peux limite attendre d'avoir une proposition pour te faire un statut officiel, mais bon, dans tous les cas, autant prendre de l'avance vu que c'est gratuit et que c'est vraiment pas long. Je pense que ça vaut le coup. Mais oui, comme tu disais, évidemment, faut être persévérant parce que c'est très aléatoire, hein, enfin, à la fois en prospection active et en le fait d'attirer des clients, ça peut être soit très rapide, soit un peu plus long. Donc en général, ouais, ce qu'il faut faire, c'est se donner, on va dire, un délai tout simplement, que ce soit 3 ou 6 mois. Tu te dis, ok, si j'ai pas trouvé de mission dans X mois, je reviens à un CDI plus classique pour bah, niveau trésorerie aussi tenir un peu le coup parce qu'on sait jamais. Enfin, si tu restes 6 mois sans mission, c'est vrai que à force tes comptes vont être un petit peu un petit peu sous l'eau. Mais donc ouais, effectivement, quand tu as l'occasion de prendre un CDI en parallèle, c'est peut-être bien pour assurer un peu le coup. Et voilà, sinon faut pas se démotiver évidemment. Il y a quand même bien moyen de faire des choses à notre époque. C'est quand même fait pour les freelances. Clairement, toutes les entreprises quand même commencent à s'y mettre. Ouais, finalement, il y a assez peu de risques, parce que ça va vous prendre peut-être une journée de créer votre statut, une journée de faire votre profil sur Malte. Et puis, en partant de ce principe-là, attendez un petit peu. Ensuite, il y a des signes. Si pendant 2 mois, vous avez zéro message, si votre profil est vu une fois ou 2 fois, ah oui, dans ce cas-là, peut-être qu'il n'y a pas de marché, tout simplement, ou peut-être que votre profil doit être optimisé. Euh, mais aussi dans le sens inverse, il peut y avoir des signes du style j'ai 2, 3 messages, même si vous n'arrivez pas à convertir ce prospect, ou si votre profil est vu, enfin, j'ai plus les stats en tête, mais je sais pas, par exemple 50 fois par semaine,
voilà, c'est des choses qui laissent penser que vous êtes au bon endroit et qu'il y a une opportunité d'aller plus loin. Donc ça, c'est des choses qui se testent. Encore une fois, il y a vraiment aucun risque finalement derrière. Ouais, t'as raison. Donc peut-être juste le petit déclencheur pour faire que ça se transforme en première mission. Et comme on l'a dit, si tu as la chance d'être un peu dans le consulting ou que ce soit développeur sur des projets long terme ou autre, ta première mission, ça veut potentiellement dire plusieurs mois ou plusieurs années de travail. Donc franchement, ouais, la première, c'est évidemment la plus compliquée et après, ça débloque pas mal d'opportunités. Donc c'est ouais, c'est sûr que c'est toujours le plus délicat. Bon, tu as quand même du coup commencé à le faire, mais est-ce que tu as enfin, un petit mot de la fin, on va dire, pour les gens qui hésitent à se lancer ou en tout cas qui sont à leur tout début et qui du coup se posent un peu la question de comment faire? Eh bien, écoutez, tentez votre chance tout simplement, que ce soit sur Malte ou directement sur LinkedIn ou en parlant à votre réseau autour de vous. Essayez de vous entourer de personnes qui vont vous motiver dans ce process. Mettez en place des actions qui sont simples, qui sont peu coûteuses en termes de temps ou d'argent au début, et essayez de valider en fait ça de différentes manières. Donc comme on l'a dit, par exemple des messages sur Malte ou sur LinkedIn, des vues tout simplement de profils sur Malte ou sur LinkedIn, un nombre d'emails reçus ou des choses comme ça. C'est plein de signes qui vous feront penser ou non qu'il y a un marché sur lequel vous vous lancez. Également, moi je dirais, c'est de rester un petit peu vous-même. Ne mentez pas sur votre profil, essayez d'être le plus sincère, authentique possible sur vos profils, puisque bah, de toute façon, si on vous embauche, la personne vous aura en face de d'eux, donc elle verra bien si vous êtes compétent ou pas. Et voilà, c'est des choses qui sont importantes si pour construire une relation de fidélité avec le client. Voilà, soyez vous-même, ne mentez pas et, euh, et soyez aussi persévérant. Bah écoute, je pense que c'est un très bon résumé. Allez, je me permets quand même de revenir sur le sujet justement de la fidélité et de ne pas s'en mentir sur son expérience, ses compétences et tout. C'est vrai que ça paraît évident, mais évidemment que typiquement dans notre domaine, donc qui est la web analytics, le monde est super petit. Honnêtement, je recroise tout le temps des noms ou des gens que j'ai déjà eu l'occasion de croiser dans d'autres missions. Et donc évidemment que si tu commences à faire un peu n'importe quoi et à te vendre pour quelqu'un que tu n'es pas, forcément ça peut te poser pas mal de préjudices pour la suite, hein, parce que tu vas pouvoir voilà, potentiellement passer à travers les mailles du filet une ou deux fois et avoir quelques jours de mission avant que bah, en fait ça s'arrête parce que finalement tu ne maîtrises pas du tout. Donc non, effectivement, il vaut mieux être transparent parce que sinon ça va vite se savoir. Et là, ouais, faire une carrière en indépendant quand tu as des gens au lieu de te recommander, au contraire, qui te dévaluent plus qu'autre chose, je suis pas sûr que ce soit la meilleure méthode. Mais comme tu l'as très bien dit, au final, il faut juste mener les actions les unes après les autres dans le bon sens, évidemment. Il faut se focaliser sur ce qui est important et ce qui n'est pas coûteux en quoi que ce soit. Et évidemment, si tu te fais accompagner, c'est quand même clairement le top. Ça tombe bien, je propose des accompagnements, donc il y a moyen de voir ça directement en petite description si vous voulez aller voir pour prendre un petit créneau dans mon agenda. Mais évidemment, ouais, clairement, je pense que ce soit moi ou n'importe qui de votre entourage, si vous avez quelqu'un qui a déjà passé le pas et qui peut vous donner les meilleurs conseils et vous garder motivé le temps des premières semaines, des premiers mois, c'est évidemment, je pense, le plus important pour aller au bout. Ouais. Eh bah écoute, merci beaucoup Guillaume pour ce petit échange. On va atteindre les 45 minutes, donc je pense que c'est une bonne durée. Bah Merci à toi. écoutez, en tout cas, enfin, s'il y a des petits commentaires ou autres, je te transférerai les questions. Parce qu'on sait jamais, hein, parce qu'il y a des gens qui veulent du coup en savoir plus ou te suivre ou Avec autre. plaisir. Comment ils peuvent justement te retrouver? Est-ce que tu veux partager ton LinkedIn, peut-être un futur YouTube, mais bon, ce ne sera pas encore, mais évidemment, je mettrai tous les liens en description si besoin. Où est-ce qu'on peut te Ouais, retrouver? bah sur LinkedIn avec plaisir. Bah il y a la page Kimetrix tout simplement, qui est la page de ma société et ma page perso. Donc Guillaume Maignan, Meignan. Et voilà, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn si jamais vous avez des questions ou même si vous voulez suivre voilà l'actu data, entrepreneuriat, etc. Bah écoute, trop bien. Je pense qu'on a fait un bon petit tour. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à cette invite parce que je pense que c'était quand même bien Avec sympa. plaisir.
Bon, je sais que je peux toujours compter sur toi, ça y a pas de souci. Et bah écoute, on se voit très prochainement. Et nous, bah écoutez, je vous invite évidemment à vous abonner pour suivre toutes les vidéos qui sortent, une par semaine sur la freelance. Donc on se voit très bientôt et ciao, salut. Salut!